Alors, je vais passer donc au document suivant. C'est celui-là. Voyons ça. Charte graphique pour TB Speed. Donc toutes ces chartes étaient sur le web, vous les avez trouvées, elles étaient accessibles. Donc c'est bien. Il y en avait plein. Il y en a des milliers. Alors là, il a mis un sommaire. Ah, ça c'est intéressant, un sommaire à la charte graphique. Oui, donc on peut agrémenter la charte graphique avec un sommaire, je vais l'indiquer ici. On peut mettre un sommaire à la charte graphique. Voilà. Donc une table des matières, quoi. Si vous ne connaissez pas le mot sommaire, c'est une table des matières. Alors dans InDesign, les tables des matières, on peut les faire de manière automatique. Mais ça, c'est quand on a des documents complexes avec énormément de pages. Toutes les tables des matières que vous voyez dans les livres, par exemple, c'est fait de manière automatique. C'est InDesign qui va rechercher tous les titres et qui construit la table des matières. C'est assez complexe, il faut 2 heures pour expliquer comment faire ça. Parce que ce n'est pas si évident que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais là, c'est une table des matières qui est faite manuellement, ce genre de table des matières qu'on voit là. Oui, ça, c'est pas difficile, il n'y a pas grand-chose. Donc, on fait tout, on tape. On fait du copier-coller des titres. Voilà. Ce sont différents blocs. Pour que ce soit plus facile. En tant que débutant, vous pouvez mettre les chiffres là dans un bloc, à côté un autre bloc avec les différentes entrées de la table des matières. Du sommaire. Alors, je continue là. Une petite introduction sur ce qu'est un logotype. Ah, alors là, on voit la zone de protection. Donc, autour du logo, il y a un cadre qui a été tracé, qui colle au logo. Et on trace un deuxième cadre. Le cadre intermédiaire, là, vous pouvez oublier. On trace un deuxième cadre pour indiquer que quand on utilise le logo, il ne faut pas mettre d'éléments graphiques trop près du logo. C'est la zone de protection. Donc je vais l'ajouter aux choses ici qui font partie du logo. Règles d'utilisation, zone de protection. Les dimensions. Ah oui, dimension minimale d'utilisation du logo. Ça peut être intéressant. Ils ont indiqué ici 5 mm. Là, comme taille minimale. Taille minimale d'utilisation en millimètres. Intéressant. Les couleurs. Ah, on trouve les Pantone. Contrairement à la charte précédente, il n'y avait que le RGB. Ici, on trouve les références Pantone. Photoshop peut vous les donner, les références Pantone. Illustrator aussi. Il y a des gammes Pantone, enfin il y a des solutions. Les valeurs CMJN. Mais encore une fois, là, il n'indique pas pour quel type de papier. C'est pourcentage d'encre. Pour quel type de papier. Pour quel type d'écran. Et donc, ces sources d'erreurs, il peut y avoir un léger décalage des couleurs quand même. Donc c'est un peu du n'importe quoi, mais bon, ce sont des graphistes, ils ne sont pas toujours très rigoureux au niveau technique. Alors, ah oui, l'utilisation du logo ici, mais il n'y a pas beaucoup de texte pour indiquer ce qu'il veut faire passer comme idée. Si ce n'est que peut-être que le logo fonctionne aussi sur des images qui sont complexes comme celle-là. Les interdits, donc ça c'est le logo tel qu'il doit être utilisé, et pas déformé, pas détouré, oui, bon, pas penché, pas inverser ou modifier les couleurs. Bien. La typographie utilisée. D'accord. Donc ça, c'était encore une charte graphique. On va passer rapidement à la suivante. Donc, université
Paris-Est, Marne-la-Vallée, c'est ça. C'est la charte graphique de cette université. Petite introduction. Un sommaire. Oh, elle est quand même grande. Hein. On a quand même une 60aine de pages là dans cette charte graphique. Mais c'est normal, c'est une université, c'est pas une petite entreprise pour laquelle on a fait un logo. Voilà. Le logotype. Le tramage des différentes versions. Oui, parce que c'est un logo tramé. Il y a une version du tramage ici. Ouais, ils sont allés quand même assez loin. Hein. Pour tout ce qui est lettres, communication, papier avec les clients. Version pour les livres, version pour la signalétique, donc à l'intérieur de l'université, les affichettes pour guider les gens. Donc ils ont même prévu un tramage différent pour les trois. Là, c'est quand même... Et donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles dans les chartes graphiques. Si, il y a quand même une tendance. Tout ce que j'ai écrit là, c'est la tendance qu'on trouve, mais vous avez beaucoup de possibilités d'être créatif dans la création de la charte graphique. Et c'est aussi une manière de, pour la personne qui a fait le logo, l'identité visuelle d'une manière plus générale, le logo et ses utilisations. C'est une manière pour la personne de dire, ben oui, on fait les choses de manière sérieuse, on a pensé les choses comme ça, voilà, ce n'est pas du n'importe quoi. Parce que le problème, c'est que quand on fait un logo et que vous produisez, que vous fournissez juste le logo sans explication, la personne a tendance à vouloir baisser les prix parce que, voilà, ah, c'est un logo, j'aurais pu le dessiner en 30 minutes. Mais non, il y a toute une réflexion derrière, en fait. Donc nous avons l'utilisation de la taille maximale, minimale, voilà. Cette charte graphique est assez poussée quand même. Ça c'est toujours sur les tailles. Puis on arrive à la zone de protection. Ça c'est quand même un classique, la zone de protection. Les références couleurs, c'est celle du logo. Voilà. Le logo montré sur différents fonds pour montrer qu'il fonctionne. Ah oui, sur une photo complexe, voilà comment il doit apparaître. C'est pas le logo entouré de transparence, c'est le logo sur fond blanc, comme vous voyez. Donc, ça c'est intéressant aussi. Comment on fait apparaître... Comment le logo apparaît lorsqu'il est sur un fond complexe comme une photographie. Est-ce qu'il est entouré de transparence? Ou est-ce qu'il est nécessaire de prévoir un fond blanc? Ou d'une autre couleur d'ailleurs. Voilà. Les interdits, c'est toujours la même chose. Ah oui, sauf qu'il y a un interdit un peu nouveau ici. Une interdiction de mettre le logo à côté d'un autre. L'univers de la marque, la typographie, les couleurs d'accompagnement, etc. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que c'est quand même une charte ici qui fait 60 pages. Et vous avez l'utilisation dans différents contextes. Parfois, on montre même une camionnette, une voiture sur laquelle on va mettre le logo. Et comment est-ce qu'il faut mettre le logo sur la camionnette, la voiture? Je ne sais pas s'ils vont le faire ici, mais ça m'étonnerait parce que l'université, c'est plutôt statique. Ils n'ont pas besoin de mettre vraiment sur un véhicule le logo. Et donc ça, c'est toutes les... Voilà. Les endroits où on utilise le logo. Et après, ici, vous avez quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est le merchandising, l'utilisation du logo sur des t-shirts, etc. Des objets promotionnels.
vendu ou offert. Alors, suivant. Service de l'automobile et de la mobilité. Présentation du logo. Les couleurs qui sont utilisées de manière générale pour la communication. La zone de protection. La taille minimale. Placement du logo par rapport à un format A4 vertical ou horizontal. Ça, c'est intéressant. Il montre que zone de protection incluse. Il ne faut pas que ça dépasse le tiers de la largeur. Ça, c'est intéressant. Mais n'allez pas jusque-là. Le logo sur fond de couleur, on voit que dans ce cas-là, s'il est sur une photo complexe, il est obligatoire de mettre un fond blanc. Sur une couleur unie aussi. Quand c'est une couleur unie vive, puisque visiblement ici la couleur un peu saumon clair, ces couleurs-là, ça passe, pas besoin de le mettre sur un fond blanc. Donc ça peut être la couleur du papier par exemple, ou la couleur du support. Si c'est un mur, dans une entreprise, un couloir, on met le logo sur le mur. Le mur est-ce qu'il est avec une couleur très vive ou pas? Donc ce sera deux choses différentes à faire. Si le mur est très vif, on devra mettre le logo sur un fond blanc. Si le mur est plutôt clair, pas besoin, il peut être entouré de transparence. Les interdits, toujours la même chose. La typographie, les couleurs, l'utilisation sur les en-têtes de lettres, les cartes de visite. C'est des cartes de visite, ça? La bureautique, oui. Etc. Et la dernière de cette série ici, Nature en Occitanie. Petite introduction avec le sommaire, fait manuellement. Donc le logo et ses variantes. Les tailles minimales. Les déclinaisons, différentes déclinaisons avec oui, déclinaison. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce ok, je vois. Ah oui, en négatif. En négatif. La zone de protection. La typographie utilisée. Bien que pour le logo, ce n'est pas vraiment nécessaire, puisque en plus, c'est une typographie qui a été modifiée. Caractère original dessiné pour ce logo. Voilà. Issu de la typos antérigotique, donc ils ont modifié la police de caractère pour faire le logo. Ça se fait souvent. On part d'une police de caractère existante et on la modifie. Sur fond coloré, que faire? Les interdits. Ah oui. Et puis il y a un slogan. Les autres logos, ça c'est autre chose. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ah tiens, pour la première fois, ils indiquent quand même... oui, mais là c'est vraiment pas nécessaire en fait. Ils font la différence entre le papier lisse et le papier graineux. Ah, et alors ils mettent la valeur hexadécimale. C'est la valeur pour le web. Une très vieille manière de désigner les couleurs pour le web. Là aussi, dans Photoshop Illustrator, c'est facile de trouver ça. Quand vous avez une couleur, on peut trouver les autres valeurs. Vous avez une couleur RGB.
Vous pouvez trouver quelle est la Pantone qui rapproche le plus. Ou inversement, vous avez une couleur Pantone, vous pouvez trouver quelle est la RVB qui rapproche le plus, quelle est la CMJN, quelle est l'hexadécimale. Couleur secondaire, univers typographique, etc. Voilà.